Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Congo fête ce vendredi les 54 ans de l'accession à son indépendance, l'occasion pour nous de faire le point sur les avancées sociales et démocratiques de ce pays d'Afrique centrale. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Tchad. Une centaine d'agents des institutions financières ont reçu une formation en ce sens ce mercredi dans la capitale N'Djamena. Et puis en sport, les Ivoiriens sont les grands vainqueurs de la 4e édition du TIAO 2014, le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, déroulé de la compétition en fin de journal. Le Congo s'apprête à fêter les 54 ans de l'accession à l'indépendance. La célébration aura lieu dans une atmosphère politique tendue entre l'attente des élections locales sans cesse repoussées et les débats autour de la réforme de la loi fondamentale. Jean-Célestin Edjangué et Charles de Jouvenel nous en disent plus. 15 août 1960, 15 août 2014. Il y a 54 ans, le Congo accédait à l'indépendance sous la houlette du père Fulbert Youlou. Depuis, le pays a connu plusieurs coups d'État avant de se stabiliser avec le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997 suite à un ultime coup de force. Une stabilité qui a bénéficié à l'économie dont la croissance est passée de 3,4% en 2013 à 5% en 2014. Mais avec la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, le débat semble se cristalliser sur la modification de la loi fondamentale. L'opposition, réunie au sein de l'UPADS, multiplie les manifestations à cet effet. L'UPADS s'oppose à la révision ou au changement de la Constitution parce que rien aujourd'hui ne justifie, surtout le changement de la Constitution. Rien ne le justifie. Si nous allons pour un changement, parce qu'il faut prendre en compte les évolutions de la société, le type de régime dans lequel nous devons vivre, oui, mais le débat est serein. Mais si le débat c'est pour que le président de la République, qui est à la fin de son second et dernier mandat, et ça nous disons, si c'est pour cette raison, on ne doit pas changer de constitution. Pour sa part, la majorité présidentielle, dirigée par le Parti congolais des travailleurs, le PCT, se défend d'envisager dès à présent une quelconque retouche de la Constitution. Pour certains observateurs, cette question est un peu prématurée. Il y a cette distraction qui consiste justement à mettre en avant la question de la révision constitutionnelle en rapport avec le mandat présidentiel qui occupe tous les esprits au lieu de se préoccuper justement de ce qui est essentiel, c'est-à-dire ces élections départementales, ces élections locales. Lors de la précédente élection, en 2009, tous les candidats s'étaient, quoique pour des raisons très diverses, prononcés pour une modification de la Constitution en vigueur qui, entre autres dispositions, interdit au président sortant de briguer un 3e mandat. Reste à connaître l'avis du président Denis Sassou Nguesso, qui pour l'instant ne s'est pas prononcé sur cette question. Preuve que, 54 ans après son accession à l'indépendance, le Congo cherche encore à affermir les bases de sa démocratie. En Côte d'Ivoire, l'élection du président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, se prépare. Le dépôt des dossiers de candidature s'ouvre ce mercredi 20 août et se clôture 5 jours plus tard. Le lancement de la campagne officielle débutera le 4 septembre et durera 15 jours. Le candidat au poste du président national du RJR doit satisfaire 7 conditions. Il doit, entre autres, être âgé de moins de 35 ans, être investi par une section du RDR, une délégation régionale du RJR ou un bureau communal et s'acquitter d'un droit de participation de 50 000 francs CFA. Quelle stratégie adopter pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? Les autorités tchadiennes essaient d'apporter une solution durable à cette problématique. Elles ont décidé d'associer à ce combat les banques, les établissements microfinance ou encore les bureaux de change. Plus d'une centaine d'agents de ces institutions financières étaient en formation ce mercredi dans la capitale N'Djamena. Voyez ce reportage réalisé par notre correspondant au Tchad, Daniel Aboki. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'intensifie au Tchad. Après l'opération dénommée Cobra en 2012 contre le blanchiment de capitaux, des initiatives se multiplient pour lutter efficacement contre ce fléau. Mercredi, plus d'une centaine d'agents venus des différentes institutions financières du pays ont bénéficié d'une formation sur leurs obligations afin de faire face à ce fléau. Objectif, parvenir à mieux sécuriser les circuits financiers du pays.
Nous savons que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie de l'activité des banques. Donc les banques doivent prendre à bras le corps cette lutte-là pour réduire au minimum cette activité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fausses monnaies, il y a beaucoup de l'argent sale, comme on le dit dans le jargon, qui traîne dans la ville, et il faut limiter au maximum cette activité-là. Désormais, ces agents seront en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'investigation financière. Ils devront fournir à cette dernière toutes les informations de soupçons sur des opérations, des sommes ou tout autre bien qui pourrait provenir d'un crime ou d'un délit. Ça va nous permettre de modifier aussi nos procédures et de l'adapter aussi aux nouveaux textes de loi, notamment celui de 2012, l'arrêté de 2012 qui vient d'être donc édicté au Tchad. Et donc ça va nous permettre vraiment de former notre personnel et d'empêcher toute dérive au niveau donc de la banque. Ceux qui n'étaient pas bien outillés, sans se rendre compte, ils contribuent à ce financement de terrorisme ou de blanchiment des capitaux. Or, comme nous sommes déjà outillés dans ces domaines, nous allons dire que désormais dans ces pays de Toumaï, le risque doit être zéro. Le blanchiment d'argent est un acte qui consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans d'autres activités. Le gouvernement tchadien a fait de la lutte contre ce fléau une de ses priorités. Son engagement a permis de récupérer en 2012 plus de 25 milliards de francs CFA. La BAD, la Banque africaine de développement, ambitionne de soutenir le développement des infrastructures sur le continent. Un front Afrique 50 a été présenté en mai dernier lors de la 49e Assemblée annuelle de la BAD. Quelles seront les applications concrètes de ce fonds de développement? Élément de réponse avec Aminata Diak. Le Fonds Afrique 50 repose sur la mobilisation des épargnes africaines pour financer les infrastructures sur le continent, un concept sur lequel est revenu le président de la BAD, Donald Kaberuka, à l'occasion des 49e Assemblées annuelles de l'organisme qui se sont tenues fin mai à Kigali. Pendant longtemps, nous avons dépendu des financements extérieurs pour financer nos infrastructures. Il s'agit maintenant pour la Banque africaine de développement de mobiliser les épargnes africaines souveraines, estimées actuellement à 1000 milliards de dollars, pour construire l'Afrique de demain. Le Fonds Afrique 50 pour le financement des infrastructures en Afrique sera basé à Casablanca, au Maroc. L'installation du Fonds Afrique 50 au Maroc est une bonne idée. C'est un fonds qui, de mon point de vue, a un rôle qui est supérieur au rôle des bourses financières, dans la mesure où la construction des infrastructures permet de rendre les économies beaucoup plus compétitives en mettant en place tous les outils indispensables au développement des économies africaines. Quand maintenant à l'utilité concrète concernant les États, si je prends un exemple d'un pays, d'une économie comme le Cameroun, qui se projette de créer une bourse des matières premières, les infrastructures sont indispensables. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir approvisionner cette bourse-là. Flexible, efficace et commercial, le Fonds Afrique 50 mettra un accent particulier sur la nécessité d'acheminer les fonds mobilisés par ces différents instruments dans des projets susceptibles d'assurer un retour sur investissement raisonnable aux investisseurs. La Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée a organisé du 6 au 9 août le TIAO 2014 au Hall des sports de Treichville à Abidjan. Le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest a été dominé par la Côte d'Ivoire. Notre correspondant Olivier Conan nous en dit plus. Voyez son reportage. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du TIAO 2014. Le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest a été l'occasion pour les tireurs ivoiriens de se mettre en évidence. Ils ont glané 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. En finale des moins de 90 kg, Roméo Kinapeya Kone a battu le béninois Yves Dossou. Daboné Zouleia s'est imposé face à la gabonaise Agono dans la catégorie des moins de 63 kg. Au total, les tireurs ivoiriens se sont bien illustrés. Ils ont en ligne de mire les prochains Jeux de la francophonie. Je dis merci à mes petits frères qui sont juste autour de moi. On a vraiment bossé et c'était vraiment dur. À tout moment, je parlais sur eux, vraiment, ils ont tenu et on a fait les résultats, on a été premiers, vraiment, je dis merci. C'est-à-dire la relève est vraiment assurée parce qu'ils sont tous jeunes. Je pense qu'on va continuer à travailler pour que vraiment 2017 soit vraiment
une année pour le judo par jeu de la francophonie. Objectif partagé par la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée qui fait de la jeunesse une priorité pour les échéances à venir. L'illustration, c'est la médaille d'or de la jeune Salimata Fofana qui a battu en finale la béninoise Chantal Akogbeto chez les moins de 52 kilos. Aujourd'hui, nous avons lancé nos cadets, nos juniors dans la compétition. Premier contact avec des seniors des autres pays. C'est la voie tout indiquée pour avoir les résultats dans les années à venir. Donc, encouragement à toute la jeunesse, encouragement également à nos encadreurs pour chercher à doter ces athlètes-là d'un physique hors pair pour aller concurrencer les Maghrébins, d'abord en Afrique, et les meilleurs judokas du monde. Derrière la Côte d'Ivoire, le Gabon s'est classé deuxième avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Le Burkina Faso est troisième avec une seule médaille d'or obtenue par Aristide Milogo chez les moins de 81 kilos. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.